Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, emblème de Saint-Pierre-des-Corps, la mythique loco à vapeur déménage demain sur le site du magasin général. Nous avons suivi cette opération de grande envergure et nous reviendrons sur l'histoire de cette locomotive, véritable symbole pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps. À 4 mois des municipales à Tours, Europe Écologie Les Verts ne parvient toujours pas à se mettre en ordre de marche. Les instances nationales du parti sont obligées d'intervenir pour trancher un conflit qui semble sans issue. Et puis le chœur de l'Opéra de Tours sur scène pour Noël. Une douzaine de choristes reprend les chants de Noël les plus célèbres. Bonsoir à tous et on ouvre ce journal avec ces images spectaculaires à Saint-Pierre-des-Corps aujourd'hui. La mythique locomotive à vapeur Pacifique, emblématique de la commune, déménage sur le site du magasin général. Treuillé aujourd'hui, vous le voyez, une opération de grande envergure et délicate pour cette locomotive qui pèse plus de 1000 tonnes. Et qui a aussi un coût plus de 15 000 euros, 100 tonnes pardon, et qui a aussi un coût plus de 15 000 euros. Elle déménage demain donc pour être restaurée et mise à nouveau sur les rails. Un déménagement qui se fera dans une ambiance festive dès 9h30, boulevard des Déportés. Une grande fête est prévue tout au long de cette journée avec un spectacle de rue, de la compagnie Off notamment, et un orchestre de cuivre le soir. On écoute le membre de la fondation La Loco. C'est la première phase de la restauration. La première phase de la restauration, c'est d'abord le transfert. Le transfert, c'est de locomotive. Donc on a fait appel à une société spécialisée dans ces transports exceptionnels, une société qui est dans la région parisienne, qui vient, vous voyez, avec des matériels très conséquents. L'opération, comme vous le voyez, dure longtemps car elle est délicate. La locomotive pourrait être abîmée pendant la mise sur ces semi-remorques. Un emblème, je vous le disais, pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps, un symbole même. La loco à vapeur est classée monument historique. Elle a parcouru au total 2 millions de kilomètres. L'objectif aujourd'hui est de la remettre sur rail. Mais quelle est l'histoire de cette locomotive installée au cœur de la ville de Saint-Pierre-des-Corps en 1974? On voit tout cela avec Brian Bock. La locomotive Pacifique 231E41 a toute une histoire. Exposée à Saint-Pierre-des-Corps depuis 39 ans, cette locomotive a transporté des millions de personnes et parcouru en kilomètres l'équivalent de 50 fois le tour du globe. À travers ses livres, Astrid Chabin, bibliothécaire à Saint-Pierre-des-Corps, nous raconte son histoire. Cette locomotive a tracté la Flèche d'Or, qui était donc le train qui assurait la liaison à partir de 1926 entre Paris-Nord et Londres. Les gens prenaient le train à Paris-Nord, descendaient à Calais, prenaient le bateau et ensuite filaient vers Londres par l'équivalent de la Flèche d'Or française, c'est-à-dire Golden Arrow en anglais. Cette locomotive, construite à Lille en 1936, est à l'époque à la pointe de la technologie. Grâce aux améliorations techniques d'un ingénieur du nom de André Chaplon, la Pacifique 231 pouvait rouler à plus de 130 km/h, une prouesse. Symbole d'innovation, la machine consommait moins de charbon que ses grandes sœurs. Mais dans les années 60, la vapeur est abandonnée au profit du tout électrique. Les Pacifiques sont arrêtés. Elle devait au départ être destinée à la casse. Et puis la mairie de Saint-Pierre a désiré avoir une locomotive à vapeur en souvenir de son passé ferroviaire. Et donc elle est arrivée, il y avait une grande fête, une inauguration. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très festif autour de cette locomotive. Poussée sur des rails construits spécialement de la gare de Saint-Pierre-des-Corps à la place des Déportés, la Pacifique 231E41 y reposa durant 39 ans. Aujourd'hui, avec sa restauration, c'est une page qui se tourne et peut-être que cette dame de fer pourrait un jour reprendre le chemin du rail. Alerte pollution particules en suspension pour nos deux départements, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Le seuil d'information était dépassé aujourd'hui. Même situation prévue pour demain d'après l'INER. Conséquence des conditions anticycloniques conjuguées à la circulation automobile et puis aux activités de chauffage. L'organisme de surveillance de l'air en région centre prévoit une amélioration de la situation pour vendredi. On s'intéresse ce soir à un classement en plein cœur de l'actualité, le palmarès des villes de France qui luttent contre le racisme. Un sondage réalisé à l'initiative du Conseil représentatif des associations noires et le think tank République et Diversité. Eh bien, vous le voyez dans ce classement, après Angers et Orléans, la ville de Tours arrive à la 39e position. Une surprise pour l'adjointe au maire de Tours, Arlette Bock. On écoute. Je suis choquée, un peu vexée pour la ville,
je vais me mettre en rapport avec cette association pour faire un petit peu le point. Je trouve que c'est immérité. On fait quand même beaucoup d'efforts, vraiment sur tous les plans sociaux, culturels, tout ça, d'aide, et puis de la politique de la ville. Enfin, on n'arrête pas d'ouvrir les quartiers sociaux aux trams, tout ça. C'est une vraie politique qu'on a d'ouverture. Municipal à présent, et cette surprise à Chinon, le socialiste Jean-Pierre Duverne ne se représentera pas aux prochaines élections municipales. Élu en 2008 lors des dernières échéances, le maire de Chinon avait pourtant déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il serait candidat à sa succession. C'est finalement Céline Delagarde, son adjointe en charge de la vie associative, qui conduira la liste socialiste le 23 mars prochain. Jean-Pierre Duverne qui sera toutefois présent sur cette liste. Et puis à 4 mois des municipales, Europe Écologie Les Verts ne parvient toujours pas à se mettre en ordre de marche pour les élections du 23 mars prochain à Tours. Pas de leader, mais 2 courants encore loin du consensus. D'un côté, le conseiller régional Christophe Rossignol et de l'autre, l'adjoint au maire François Lafourcade. 2 hommes qui se déchirent dans un conflit sans issue. C'est donc aux instances nationales qu'il appartiendra de trancher. On fait le point avec Florent Carrière. La réunion de la dernière chance à Europe Écologie Les Verts, section de Tours. La médiation nationale qui débute ce soir doit réconcilier 2 camps. D'un côté, celui des conseillers municipaux de Tours, David Cholet et Caroline Desforges, soutenus par le conseiller régional Christophe Rossignol. De l'autre, celui de François Lafourcade, adjoint au maire de Tours, et qui a mis en avant Emmanuel Denis, un nouveau en politique, mais très connu dans le milieu associatif. Moi, je suis évidemment pour un rassemblement des écologistes, mais le rassemblement, ça suppose de la confiance. Nous avons 2 élus qui ont fait du bon travail, Caroline Desforges et David Cholet. C'est donc à eux de mener la liste, plutôt que quelqu'un qui est adhérent depuis même pas 6 mois et qui ne maîtrise pas les dossiers de la ville. Pour bien comprendre la querelle en cours chez Europe Écologie Les Verts, il faut remonter au mois de juin dernier, lorsque les proches de Christophe Rossignol s'emparent de la direction départementale du parti. Face à eux, les anti-Rossignol se mobilisent et François Lafourcade va faire de la place de Tours le théâtre de cette guerre fratricide. Et c'est la bonne vieille technique des adhésions qui est utilisée, une 50aine déposée entre le 12 et le 14 septembre. À la veille du vote des militants pour définir la liste tourangelle, le rapport de force à Tours a changé en faveur du ticket Lafourcade-Denis. Tout est alors gelé et c'est encore cette situation qui prévaut aujourd'hui. Les négociations qui débutent ce soir risquent bien d'être houleuses. Le clan Lafourcade souhaite voir les adhésions de septembre validées, alors que le clan Rossignol souhaite voir une union autour du ticket Cholet-Desforges. Et comme si tout cela n'était pas assez compliqué, Christophe Rossignol lui-même n'exclut pas de prendre la tête de liste. Dans tous les cas, les militants devraient voter. Mais si aucun accord ne ressort de cette médiation, la fédération départementale pourrait également être mise sous tutelle par la fédération régionale, qui pourrait cette fois-ci décider seule. Et on passe au sport. Ils ont résisté mais ont fini par s'incliner. Les Blésois ont perdu leur match hier face à Angers. Le score 82-66. L'ADA Blois qui se sépare de son entraîneur Guillaume Quintard qui avait rejoint l'équipe blésoise en septembre. Il faut dire que les défaites se succèdent, 5 au total depuis la rentrée. La direction du club travaille actuellement sur la nomination d'un nouvel entraîneur. Simon Elaïc assurera dans l'intervalle la tenue de ses entraînements. Et puis autre enjeu sportif ce soir, il est important. Le TVB affronte ce soir Ljubljana à 20h30. 4e match de poule. Il a donc une chance de se qualifier pour la phase finale en cas de victoire. Le TVB, premier de la poule qui avait remporté le match aller en Serbie 3-7-1. Une équipe qui reste néanmoins un adversaire sérieux pour les Tourangeaux. On écoute le libéro Jean-François Exiga. Au match aller, on perd le premier set, on est mené dans le deuxième, on peut se retrouver à 2-0 contre nous. Heureusement, on a réagi au bon moment pour après montrer qu'on était plus fort qu'eux. Mais c'est une très très bonne équipe, Ljubljana. Il ne faut jamais sous-estimer cette équipe-là. Il faut jouer en étant à 100% d'entrée de match, mettre toute notre agressivité d'entrée. La formation au Tours FC, une nouvelle fois récompensée par le label Prestige de la Fédération française de football. Une reconnaissance pour le club. Cette école de foot compte au total 150 jeunes. Le label Prestige qui récompense principalement le travail des éducateurs. Reportage Romain Delville. Ce label Prestige pour l'école de foot du TFC fait suite au label Espoir en 2010, le label Académie en 2011 et le label Foot féminin en 2012. Le label est attribué en fonction de critères comme l'encadrement, la fidélisation ou encore l'aspect éducatif.
Il récompense donc le travail des éducateurs qui, aux côtés des parents, tentent d'apprendre aux jeunes footballeurs et footballeuses bien plus que de taper dans un ballon. Déjà, avant l'aspect football, il y a l'aspect humain. C'est avant d'être une école de foot, on est une école de vie. Donc on apprend les valeurs humaines et après les valeurs sportives. Le football comme école de la vie, voilà la mission parfois difficile de l'association Tourangelle. Apprendre à vivre ensemble, s'entraider, se surpasser, mais aussi respecter son camarade de jeu comme son entraîneur. Et puis quand même, qui dit école de foot, dit apprentissage. En quoi t'as progressé en étant dans un club de football? Dans les passes, dans les dribbles. Mais par contre, ça va pas bien avec les passes quand je suis un peu perso. Voilà. Ouais, je fais plus de passes. Je dribble mieux. Lève la tête, Riyad. Lève la tête. Milieu droit, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à créer des actions sur les côtés. Et il faut pas oublier de redescendre pour défendre. Tu avais tout fait bien. Serre-le ce ballon. L'avantage au TFC, surtout pour les gardiens, c'est qu'André Biancarelli, l'entraîneur des gardiens pros, assure un suivi des portiers des équipes de jeunes engagés dans les championnats nationaux. On a beaucoup de chance parce qu'il se concentre autant avec nous qu'avec les pros. Il est là souvent, on a souvent une séance le mardi, mercredi, on est avec lui 1 heure, 1h30. Et il passe autant de temps, plus de temps avec les pros, mais il passe beaucoup de temps avec nous. Donc oui, c'est vraiment bien et on progresse beaucoup. Côté TFC, le club cultive l'espoir que de ces 150 jeunes, quelques-uns intègrent un jour le groupe pro engagé en Ligue 2. Le chœur de l'Opéra de Tours sur scène pour Noël. Et pour cette occasion, une douzaine de choristes reprend les chants de Noël les plus célèbres, en s'inspirant notamment du compositeur et chef de chœur britannique John Rutter. Apolline Laurent et Elvire Simon ont suivi les répétitions. 1, 2, 3. Dernière répétition pour le chœur de l'Opéra de Tours. Jeudi, ils chanteront sur la scène ouverte du marché de Noël un recueil de chansons pour célébrer les fêtes. John Rutter est un compositeur britannique qui était vraiment un spécialiste de la musique vocale, la musique chorale, et qui a pris beaucoup de plaisir à écrire pour Noël, parce que souvent ça décomplexe. Lui-même disait que ça décomplexait les compositeurs entre guillemets dits classiques, parce qu'au moins au temps de Noël on pouvait écrire des choses un peu plus légères. J'ai choisi de faire aussi des extraits de comédie musicale américaine parce que les mélodies sont entraînantes, ça parle à tout le monde. Certaines mélodies sont vraiment connues de tout le monde et donc les gens s'y retrouvent vite. Même si le chœur multiplie les représentations à l'extérieur, ce concert gratuit permet aux choristes de montrer leur travail et d'être plus proches du public. Ça permet aux gens qui passent par là de se dire tiens, qu'est-ce que c'est, et donc de découvrir le chœur de l'opéra, l'opéra de Tours. Ce concert est un avant-goût du récital de Noël donné le 15 décembre prochain. En attendant, petits et grands pourront reprendre en chœur ces mélodies aussi joyeuses et enchantées que célèbres. Le chœur de l'Opéra de Tours, donc, qui se produit demain soir à 15h30 puis à 16h30 sur le podium du marché de Noël. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi pénalisant les clients des prostituées. On en parle avec Guy Joguet, porte-parole du mouvement du Nid d'Indre-et-Loire. A tout de suite.